Je vous parlerai du phénomène d'amplification optique qui est à la base du laser. On va commencer par des choses un petit peu théoriques, mais vous verrez que rapidement, on passera sur des choses un peu plus concrètes, et en particulier les applications. Je vous parlerai des éléments constitutifs d'un laser, l'histoire du laser. J'aime bien de resituer généralement les exposés dans leur contexte historique, différents types de lasers. Quelque chose qui est très important, qu'on néglige souvent même dans nos cours, c'est tout ce qui concerne la sécurité laser. Les dangers que peuvent provoquer les lasers, on verra quelques exemples, il y a quand même pas mal de précautions à prendre lorsqu'on manipule des lasers, même ce simple pointeur laser, c'est des choses qui peuvent être dangereuses, et on verra dans une deuxième partie, comme je le disais, quelques applications, et nous verrons quelques perspectives d'utilisation des lasers, et souvent on va voir certaines applications qui généralement ne sont pas soupçonnées. On verra ce qu'on peut faire avec des lasers. Alors si vous avez vu le petit logo qui est là au-dessus, en fait, c'est parce qu'en 2015, l'UNESCO a décrété que c'était l'année internationale de la lumière et de la production des techniques qui utilisent la lumière. Donc c'était une opportunité en 2015 de vous parler du laser, qui est une source de lumière, comme vous le verrez, et qui va permettre de développer pas mal d'applications. Et donc, dans ce cadre de l'année de la lumière, j'ai proposé à l'Académie qui a accepté de vous parler des lasers. Et donc, si on parle des lasers, on parle de la lumière. Dans toutes les civilisations, la lumière est symbole de connaissance. On parlerait du siècle des Lumières, où on avait cette connaissance, voire développer les connaissances, de faire des tas d'expériences. Eh bien, la lumière est vraiment quelque chose d'important dans le développement des sciences. La lumière, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un phénomène physique qui permet de transporter de l'énergie. Il suffit, c'est gentil d'être venu m'écouter, mais si vous étiez resté à l'extérieur avec le soleil, vous savez que le soleil, ça chauffe. Il n'y a pas de transport de matière, mais il y a un transport d'énergie. Et donc, cette lumière est une source d'énergie, et elle transporte cette énergie sans transfert de matière. D'accord? Et dans son acception générale, on parle de la lumière visible, qui n'est en fait qu'une toute petite partie du spectre électromagnétique. Donc vous avez ici représenté le spectre électromagnétique, j'y reviendrai tout à l'heure, où on a des fréquences qui vont du zétahertz jusqu'au mégahertz, et une toute petite partie de ce spectre électromagnétique, eh bien, on retrouve la lumière visible qui va du violet au rouge, avec des longueurs d'onde qu'on exprime en nanomètres, donc 10-9 mètres, et typiquement, on se balade entre 400 et 800 nanomètres. Et donc, on connaît les ondes électromagnétiques, que ce soit pour les rayons X, par exemple, pour l'infrarouge, ou même simplement les ondes radio, ou les radars de la police, par exemple, utilisent une partie du spectre électromagnétique, et donc on va ainsi nous s'occuper essentiellement de la partie visible du spectre électromagnétique. Donc je vous ai dit, les rayons gamma, les rayons X, le rayonnement ultraviolet, infrarouge et les ondes radio. Et donc, dans ce spectre électromagnétique, on va sélectionner une partie de la lumière, donc typiquement entre 380 et 780 nanomètres, on va se balader du violet en passant par les couleurs de l'arc-en-ciel, le vert, le jaune, l'orange et puis le rouge. Et de ce côté-là, on est dans le proche infrarouge. Donc, toute petite partie du spectre électromagnétique. Et donc, si on regarde ce transparent un petit peu chargé, mais on voit typiquement les tailles de référence, et on voit que la lumière, ici, se situe avec des longueurs d'onde, comme je l'ai dit, de quelques centaines de nanomètres. C'est typiquement la taille d'une bactérie ou d'un virus, si on veut voir par rapport à des objets de la vie courante. Par contre, si on regarde tout ce qui est radio, que ce soit en fréquence modulée ou en modulation d'amplitude, là on est avec des longueurs d'onde qui sont métriques, décamétriques, voire kilométriques. Et de l'autre côté, on a les rayons X qui ont des dimensions qui sont de l'ordre de l'Angstrom, donc de 10-10 mètres, et qui correspondent à la taille des atomes et des particules. Donc on a un large éventail du spectre électromagnétique pour produire de la lumière, et à nouveau, je rappelle, la lumière visible, c'est ce petit morceau ici, avec l'arc-en-ciel, dans le spectre électromagnétique.
Donc j'ai parlé de spectre électromagnétique, mais la lumière est une onde électromagnétique, et par définition, une onde électromagnétique est en fait la superposition de deux choses. D'une part, un champ électrique, qui est représenté en bleu, et qui va vibrer, donc son amplitude va changer au cours du temps. Et perpendiculairement à ce champ électrique en bleu, on a un champ magnétique. Et donc la superposition d'un champ électrique et d'un champ magnétique va créer une onde électromagnétique qui va se propager perpendiculairement à ces vibrations. Donc autrement dit, si le champ électrique vibre dans le plan du tableau, dans le plan de l'écran, le champ magnétique vient vers vous, vibre dans une direction perpendiculaire, et bien la lumière va dans cette direction-là. Donc on a en permanence, dans une onde électromagnétique, un champ électrique, un champ magnétique qui vibre et qui se propage à la vitesse de la lumière, 3, 10 exposant 8 mètres par seconde. C'est le petit c de l'équation d'Einstein, E égale mc2, le petit c, vitesse de la lumière. Cette parenthèse étant faite sur la lumière, lorsqu'on parle de laser, vos enfants, vos petits-enfants, ils vont faire directement référence à la guerre des étoiles et on combat avec des sabres laser. Et en effet, si on regarde l'arme qu'est le sabre laser, eh bien on se rend compte qu'elle est utilisée, comme vous le savez, par les maîtres Jedi, maître Yoda et tous ces héros de George Lucas qui utilisent des sabres laser. Et ces sabres laser, en fait, ils ont plusieurs couleurs. Et la couleur du sabre laser dépend de l'ethnie dans laquelle ils font partie, mais surtout, et c'est ça le plus important, du cristal qu'ils vont placer dans la poignée du sabre laser. Donc en fonction de cette structure, de cette pierre, on aura soit le pouvoir de la force, hein, rappelez-vous dans Star Wars la force, et donc on a ainsi cette idée de sabre laser. Évidemment, tout ceci n'est que pure fiction imaginée par George Lucas, quoique, on verra tout à l'heure qu'on n'est pas trop loin de cette approche qui consiste à relier une couleur à la propriété du matériau, et donc vous avez le sabre mauve qui est celui du méchant devenu gentil ou du gentil devenu méchant, je ne sais plus, il faut que je demande à mes enfants. Donc, plus sérieusement, si on veut comprendre comment fonctionne un laser, eh bien, il est important de décrire une notion qui est primordiale dans les faisceaux laser et dans le rayonnement laser, c'est que la matière, il y a une certaine quantification de l'énergie de la matière. On n'a pas un continuum d'énergie. C'est-à-dire que la matière va occuper des niveaux discrets d'énergie, et c'est ainsi que, tout à l'heure, vous vous rappelez, on avait un spectre électromagnétique qui allait du violet au rouge, de façon continue. Eh bien, lorsqu'on va éclairer un matériau, il va émettre de la lumière à certaines longueurs d'onde, certaines raies, qui correspondent à la différence d'énergie. Et donc, si on veut regarder, si on veut comprendre ces niveaux d'énergie, je ne vais pas rentrer dans le détail de la physique quantique, ce n'est pas du tout le propos de l'exposé aujourd'hui, eh bien, il est possible de décrire justement la couleur d'un matériau en calculant et en mesurant ces différences de niveaux d'énergie. Et en particulier, bon, on a tous en tête vu le modèle de Bohr, qui est un modèle planétaire, où on a l'impression que les électrons tournent autour du noyau un petit peu comme les planètes tournent autour du Soleil. C'est une vision évidemment qui est fausse, mais qu'on se représente le plus généralement. En réalité, ce qui se passe, c'est qu'on doit plutôt parler d'orbital atomique ou moléculaire, c'est-à-dire qu'on va pouvoir décrire dans l'espace une région de l'espace dans laquelle on a une certaine probabilité, c'est là que vient la physique quantique, une certaine probabilité de trouver un électron. Et donc on peut décrire des orbitales de type S, qui sont une sphère, des orbitales de type P, de type D, etc., qui sont simplement des enveloppes géométriques, solutions d'équations super compliquées, mais qui permettent de dire l'électron se trouve à coup sûr à 95% dans cette région de l'espace. Et donc on a ici une représentation d'une orbitale 1s, 2s, 2p, et ainsi. On a ainsi toutes ces orbitales, et ces orbitales, ces niveaux d'énergie peuvent être peuplés
avec aucun électron, avec un électron ou deux électrons, mais jamais plus que deux électrons. Une fois qu'on a rempli un certain niveau, on va au niveau suivant. D'accord ? Donc on a une quantification de la matière, donc certains niveaux électroniques qu'on va représenter par des barres horizontales sur ce graphique avec l'énergie qui augmente lorsqu'on va vers le haut. D'accord ? Et donc on définit généralement le niveau fondamental comme étant le niveau de plus basse énergie. Et lorsqu'on va fournir de l'énergie aux matériaux, eh bien on va promouvoir des électrons dans des niveaux d'énergie plus élevés. D'accord ? Donc on a toutes ces flèches mauves qui vont, en donnant l'énergie, se retrouver dans des niveaux électroniques qu'on va dire excités. D'accord ? Qu'on va noter S1 alors que le niveau S0 est le niveau fondamental. Une fois qu'on a excité et décrit ces niveaux-là, eh bien il peut se passer un certain nombre de choses, dont certaines choses vont être utilisées justement pour le rayonnement laser. Donc là, un diagramme fort général, et puis après, on va passer à des choses qui sont beaucoup plus simples. Donc on a, au niveau du niveau fondamental, on va absorber de l'énergie et on va peupler des niveaux S1 ou S2, donc des niveaux ici. Et lorsque l'on a peuplé ce niveau de cette énergie-là, la nature étant ce qu'elle est, on essaye toujours d'avoir le minimum d'énergie, beaucoup mieux sur un transat bien relax, minimum d'énergie. Et donc, on a toujours tendance à ce qu'on redescende, que les électrons redescendent sur des niveaux de plus basse énergie. Alors, ils peuvent le faire de plusieurs façons. Une première façon, c'est simplement d'échauffer le matériau. Donc, on a des conversions internes pour se retrouver sur un autre niveau ici. Et à partir de ce niveau-là, on va retomber, cette fois-ci, en émettant de la lumière. Donc, soit on va désexciter, soit on émet de la lumière, soit on échauffe le matériau. Et en fonction du trajet que l'on va suivre, on va tantôt avoir de la fluorescence ou de la phosphorescence. Et c'est ce qui se passe dans les tubes fluorescents, vous avez tous vu ces solutions fluorescentes, ou encore, rappelez-vous, les vieux réveils, quand on fermait la lumière, il y avait des petites lignes vertes qui restaient un certain temps. C'était super dangereux. Les dames qui peignaient ça, chaque fois, elles affinaient le pinceau. Il y en a qui sont mortes simplement à avoir utilisé des surfaces comme ça, phosphorescentes. Et donc, la lumière éclairait le réveil la journée. Quand on coupait, on avait ce phénomène de phosphorescence, donc émission de lumière par la suite. Donc, fluorescence, phosphorescence. Et donc, si on veut décrire les phénomènes qui interviennent dans l'interaction entre la lumière et la matière, eh bien, un premier phénomène, c'est simplement l'absorption de la lumière. Donc, on va avoir un photon. Donc, le photon, c'est un grain de lumière qui se balade et qui arrive et qui tombe sur le matériau. Et on va promouvoir un électron d'un niveau E1, d'énergie E1, vers un niveau d'énergie E2. Donc, la petite boule verte qui est là passe de E1 vers E2. C'est absorption d'un photon. Et on peut relier l'énergie, la différence d'énergie à la longueur d'onde ou la fréquence de ce photon par la relation E qui vaut E2 moins E1 égale H fois nu. Et H est la constante de Planck qui vaut 6,63 10 moins 34 joules fois seconde, pour ceux qui veulent. Et donc ça permet de relier la longueur d'onde, la fréquence par rapport à la différence de niveau d'énergie. Et c'est cette différence de niveau d'énergie qui va déterminer la couleur d'un matériau, par exemple, lorsqu'on va le désexciter. Donc, l'absorption d'un photon, on passe d'un niveau E1 vers un niveau E2. Une fois que l'électron est là sur son niveau d'énergie, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va tendance à retomber sur un niveau de plus basse énergie. La nature est ainsi faite qu'on essaye d'avoir un minimum d'énergie. Et donc, il peut le faire de façon spontanée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, cet électron va retomber sur un niveau fondamental de plus basse énergie. Et que va-t-il faire ? Il va émettre un photon. Un photon dont l'énergie correspond exactement à la différence d'énergie entre E2 et E1. Donc E2 moins E1, c'est H nu. Et ça, il le fait de façon spontanée. C'est ce qui se passe dans les tubes luminescents, c'est ce qui se passe dans les ampoules.
vous avez excité les électrons, et quand ils retombent au niveau fondamental, il y a de la lumière qui est émise, dans toutes les directions, et ce, de façon spontanée. Un autre processus qui est beaucoup plus rare et plus difficile à mettre en évidence, c'est l'émission stimulée. Dans ce cas-là, dans le cas d'émission stimulée, on a en effet un électron qui est dans le niveau d'énergie E2, et un photon se balade, et ce photon a l'énergie correspondant à la différence de niveau entre E2 et E1. Et que va-t-il faire ce photon? Eh bien, il va produire un deuxième photon qui lui est rigoureusement identique. Même couleur, même longueur d'onde, même direction, même polarisation, etc. Exactement comme un clone. Autrement dit, dans ce système d'émission stimulée, avant on avait un photon et après on a deux photons qui sont exactement les mêmes. D'accord? Donc, dans l'émission spontanée, on a des photons qui partent dans toutes les directions et de façon aléatoire, tandis que dans l'émission stimulée, c'est un photon stimulateur qui va créer un deuxième photon. D'accord? Donc, un photon, on passe à deux photons. Et on peut calculer c'est Albert Einstein qui a proposé ça dès 1917, qui a proposé ce mécanisme d'émission stimulée. Il en a fait toute la théorie. C'est un des rares cas en sciences, avec le transistor, où toute la théorie, ou le boson de Higgs, pour rester plus proche, où toute la théorie a été faite sur une feuille de papier, et où on a dû attendre une preuve expérimentale longtemps après. Et on va voir justement la partie historique sur les lasers. Donc Einstein, sur une feuille de papier, voilà. Si on parvient à faire ça, ça, ça et ça, on aura un système qui amplifie la lumière. Et donc, vous avez compris, un photon va créer deux photons qui sont exactement les mêmes, deux photons vont en faire quatre, quatre vont en faire 8, etc. Donc on a ici un phénomène que l'on appelle amplification. On part d'un photon et on se retrouve avec des milliers, voire des milliards de photons qui sont exactement les mêmes que le premier photon. Donc on a une amplification de la lumière. Par quel processus? Par une émission de lumière, une émission de radiation stimulée. Donc amplification de la lumière par émission stimulée de rayonnement, ça ne sonne pas trop bien en français, on va mettre en anglais. Light amplification by stimulated emission of radiation. Vous prenez les premières lettres de ça et vous tombez sur le laser. Donc le laser, qu'est-ce que c'est? C'est un instrument, c'est un appareil construit par l'homme qui amplifie la lumière et qui se base sur l'émission stimulée de photons. D'accord? On va refermer cette parenthèse entre guillemets théorique et on va voir maintenant comment on peut faire un laser, comment pratiquement on peut faire un laser. Alors je vous ai expliqué que pour avoir un phénomène d'émission, qu'elle soit stimulée ou spontanée, il faut d'abord peupler un niveau d'énergie plus élevé. D'accord? Et naturellement, c'est les niveaux les plus bas qui sont peuplés. Donc il faut donner de l'énergie au système pour peupler les niveaux de plus haute énergie. C'est ce qu'on appelle l'amplification optique. Et donc on va faire une inversion de population. Alors qu'on a tendance à peupler les niveaux de plus basse énergie, on va donner de l'énergie pour peupler le niveau supérieur, pour que quand un photon arrive, on puisse en produire un maximum. Donc, on a ce phénomène qu'on appelle le phénomène de pompage, qui consiste à peupler le niveau E2 à partir du niveau E1, et on peut le faire, par exemple, par une décharge électrique, exactement comme dans les tubes luminescents. On peut le faire par un pompage optique. On peut éclairer le matériau qui va émettre la lumière par un autre laser, par une autre lumière qui est intense, une lampe ultraviolette par exemple. On peut injecter des porteurs de charge, on peut mettre des électrons, c'est ce qui se passe dans les diodes laser. On verra un exemple tout à l'heure. On peut le faire par un pompage thermique. Toute source d'énergie est potentiellement
une source qui permet de faire une inversion de population. Donc on donne de l'énergie au système pour lui donner de l'énergie. On peut même utiliser un faisceau d'électrons, un pompage chimique. Vous savez que dans les réactions chimiques, il y a des réactions chimiques qui produisent de la chaleur, ce qu'on appelle des réactions exothermiques, et des réactions qui sont endothermiques, qui refroidissent, le système refroidit. Eh bien, on va prendre une réaction chimique exothermique qui va fournir la chaleur, donc de l'énergie, donc pouvoir faire une inversion de population. Et on peut même, on verra un exemple à la fin, utiliser une bombe nucléaire pour produire de l'énergie, pour faire un laser. J'en parlerai à la fin de l'exposé. Donc on a cette inversion de population, et donc ce qu'on va faire, on va trouver une astuce pour que les photons stimulateurs traversent un maximum de fois le matériau pour passer de 1 à 2 à 4 à 8 à 16, etc. Et donc on peut le faire de cette façon-là. On a le pompage, donc on a ici le matériau laser, on va faire le pompage, on le fait dans une cavité rectangulaire ou triangulaire, et chaque fois qu'un photon passe dans ce milieu amplificateur, il va être multiplié par 1000, 1 million, 1 milliard. Et on récupère une petite partie du faisceau, laissant les autres photons générer d'autres photons. Et donc, le laser fonctionne de cette façon-là. Donc, on a un pompage, donc on a le niveau d'état bas ici, de plus basse énergie. On fait un pompage vers le niveau d'énergie E2, et on a une émission stimulée ou une émission spontanée. Les deux existants. Et le grand problème, on le verra tout à l'heure, c'est que quand on calcule la probabilité d'avoir un photon stimulé par rapport à un photon spontané, dans des loupiotes, dans des ampoules, c'est de 1 pour 100 millions. Donc c'est impossible de voir des photons stimulés qui sont exactement les mêmes que le photon stimulateur. Ils sont plutôt des photons qui sont émis de façon spontanée. Et donc si on veut obtenir ce laser à deux niveaux, il faut donc trouver une source d'énergie qui va donner de l'énergie pour faire passer des électrons de ce niveau-là vers ce niveau-là. Et si vous réfléchissez un petit peu, qu'est-ce qu'il vous faut pour faire un laser qui a exactement cette énergie-là? Il faut quoi? Il vous faut le laser que vous voulez construire. Oui, vous voulez une source d'énergie qui vous donne exactement l'énergie, donc c'est pas possible, c'est un serpent qui se mord la queue. Donc, la création pratique d'un laser à deux niveaux n'existe pas, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on veut faire? Et donc, on passe à un laser à 3 niveaux. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire un pompage à partir du niveau E1 vers le niveau E3. On va avoir une désexcitation rapide, sans émission de lumière. C'est je disais tout à l'heure, c'est des chocs, par exemple, un petit échauffement du matériau. Et puis alors, on a une émission stimulée vers le niveau fondamental. Ça marche très bien. Il y a des exemples de lasers à 3 niveaux. Malgré tout, il y a un petit souci. Parce que pour pouvoir émettre de la lumière, je vous ai dit, il faut peupler des niveaux de plus haute énergie. Donc il faut une source pour aller chercher des électrons dans le plus bas niveau. Et donc si on fait intervenir le niveau fondamental dans la transition laser, à un moment donné, il n'y aura plus d'électrons pour pouvoir les promouvoir, pour pouvoir avoir le faisceau laser. Donc c'est pour ça que généralement les lasers à 3 niveaux sont beaucoup plus rares. Et donc c'est pas grave, on va passer à 4 niveaux. Je m'arrête à 4, je ne dirai pas plus loin. Donc on a le niveau fondamental, on va pomper vers un niveau E3, des excitations vers E2, l'émission se fait entre le niveau E2 et E1, et puis on a des excitations non radiatives, donc pas de lumière, vers le niveau fondamental. Et donc ces excitations rapides font en sorte qu'on puisse peupler le E2 et le E0 sont peuplés aussi, et donc on a la possibilité d'avoir une émission stimulée, et donc on a un laser à 4 niveaux. Alors quels sont les éléments constitutifs du laser? Eh bien, on a besoin d'un matériau laser, donc un matériau qui va absorber la lumière et qui va émettre des photons par émission stimulée. Donc on a un matériau, représenté ici par un barreau en rose, et de part et d'autre, on va mettre des miroirs. Pourquoi? Le photon qui va arriver va être réfléchi, donc va pouvoir parcourir un certain nombre de fois le matériau et chaque fois être amplifié. Et de ce côté-là, on va mettre un miroir
qui est semi-miroir, qui va laisser passer un certain pourcentage de la lumière. Et c'est la lumière qui sort du laser, c'est la lumière que vous voyez. Hein, quand je prends un pointeur laser, la lumière qui sort, il y a beaucoup plus de lumière à l'intérieur. Donc on récupère une infime partie de la lumière, le reste servant à produire la lumière laser. Et vous avez ici le mécanisme de pompage qui est représenté par l'éclair jaune. Donc on a par exemple dans un laser à gaz, exactement comme dans les tubes luminescents, on peut faire des lasers à argon, eh bien on a des atomes qui sont dans une décharge entre deux électrodes, anode et cathode, et donc on va avoir l'amplification dans ce matériau-là, et on va éclairer le matériau. Ici on fait une décharge électrique, mais on peut très bien éclairer le matériau avec une autre lampe par exemple. Et donc vous avez ici ce qui se passe lorsque vous avez une décharge d'un gaz, hein, lorsque vous avez les tubes luminescents ou le long des autoroutes, vous avez les lampes jaunes à vapeur de sodium, hein, qui restent parfois ouvertes la nuit. C'est une décharge, on a dans ce cas-là du sodium, et donc on a une lumière jaunâtre. Et donc vous avez ici, en fonction de l'hélium, du néon, de l'argon, du krypton ou du xénon, on a différentes longueurs d'onde qui vont intervenir. Et donc on a une relation importante entre le type de matériau que l'on va utiliser et la lumière qui va être émise. Alors, vous vous rappelez ce que j'ai dit tout à l'heure? Pour les sabres laser, c'était pareil. En fonction de la petite pierre que vous allez mettre dans le sabre laser, vous allez avoir des couleurs différentes pour pouvoir vous battre contre les vilains disciples de Dark Vador. Comment maintenant pouvoir construire un laser de façon optimale? Eh bien, l'idée, c'est d'avoir le matériau et de l'éclairer. Et de manière à pouvoir éclairer de façon optimale le matériau, pour faire la version de population, hein, on va mettre le matériau ici en rouge, on a une section du matériau, on va le placer au foyer d'une ellipse. Et on va placer la lampe qui va l'éclairer à l'autre foyer d'une ellipse. Pourquoi une ellipse? Eh bien, la propriété géométrique des ellipses, hein, vous voyez, des formes elliptiques, eh bien, c'est que tout rayon qui est émis et qui passe par un des foyers va être réfléchi. Vous allez appliquer ici des lois de l'optique géométrique. Hein, vous savez que l'angle d'incidence égale l'angle de réflexion. Eh bien, vous vous amusez à faire passer par le foyer tous les rayons possibles, eh bien, il va nécessairement repasser par l'autre barreau. Autrement dit, si par exemple, là c'est le barreau laser et là j'ai une lampe, si j'éclaire, qu'est-ce qui va se passer? Seulement la lumière qui vient en direction du barreau va servir. La lumière qui part de l'autre côté, elle va être perdue. Tandis que si je place intelligemment le barreau et la lumière aux deux foyers d'une ellipse, eh bien je vais récupérer un maximum de lumière. Parce que ce qui compte dans un laser, c'est fournir de l'énergie, mais il ne faut pas en fournir trop. En plus, ça chauffe, donc il faut refroidir avec de l'eau. Donc il y a une certaine consommation électrique et en eau non négligeable si on veut avoir un laser qui fonctionne correctement. Et donc, si on regarde maintenant les propriétés du faisceau laser, si je prends une lampe de poche, par exemple, et je vais éclairer le fond de la salle, eh bien, au niveau de la porte, il y aura une tache qui va faire 15, 20, 30 cm de diamètre. Si maintenant je prends le faisceau laser, vous voyez là-bas, sur le mur, hein, la tache est vraiment très très petite. Simplement parce que le faisceau laser a ce qu'on appelle une très faible divergence. Donc le faisceau reste droit, les faisceaux restent parallèles, le plus parallèle possible. Et donc ce qui se passe, c'est qu'on parle dans ce cas-là d'une cohérence spatiale du rayonnement laser. Donc c'est une faible divergence, donc le faisceau laser à très grande distance, eh bien, il a la même taille qu'au début. Bien sûr, quand la lumière tombe dans du brouillard ou sur des particules, il va diffuser, et la lumière va se diffuser, mais généralement, si on a un bon laser, on peut très bien, et on le verra tout à l'heure, on peut très bien pointer la Lune avec un faisceau laser, et la tache sur la Lune va faire quelque chose comme ça. D'accord? Alors qu'on part d'un laser sur la Terre. Et donc, on a aussi une autre cohérence qu'on appelle une cohérence temporelle, du fait qu'on a des niveaux d'énergie qui sont bien définis dans les matériaux, eh bien la lumière qui est émise correspond exactement à la différence d'énergie et est reliée à la longueur d'onde et à la fréquence par la fameuse loi que je vous expliquais tout à l'heure, delta E, donc la différence d'énergie c'est H fois nu.
et donc les niveaux étant bien connus, la lumière qui est émise est monochromatique, une seule couleur. D'accord? Donc on a une seule couleur pour un laser, et un laser est monochromatique. Il y a des bleus, des verts, on verra quelques exemples par la suite. Et donc si on compare une lumière ordinaire et une lumière laser, lumière ordinaire, on va prendre simplement une ampoule à filament, même si maintenant on ne va plus en trouver dans le commerce, hein, ce seront plutôt des ampoules LED, mais enfin le concept reste valable. Ils émettent plusieurs couleurs, donc lorsqu'on vous faites tomber la lumière sur un prisme, vous allez avoir les couleurs de l'arc-en-ciel, tandis que sur de lumière laser, vous n'avez qu'une seule couleur, monochromatique, comme je l'ai dit, multidirectionnelle dans le cas d'une ampoule, unidirectionnelle dans le cas d'un laser, et les photons, la lumière est désordonnée hein, dans toutes les directions, différentes du fait que dans ce cas-là, dans une ampoule, l'émission est dite spontanée, donc quand l'électron décide de redescendre, il redescend. Stimulé, il faut un photonstimulateur, et quand il redescend, il ne choisit pas, il redescend en même temps que l'autre photon, et on a deux photons qui sont émis. Et donc, un petit historique des lasers, donc je vous ai déjà un petit peu dévoilé la première date, c'est Albert Einstein, 1917, qui fait toute la théorie de l'émission stimulée, qui calcule les coefficients, les fameux coefficients d'Einstein, en termes de probabilité d'absorption, d'émission, etc. Ça fait des articles scientifiques assez impressionnants. Et donc, ce qui se passe, le photon est absorbé, et il va être émis de façon stimulée lorsque le deuxième photon arrive, et donc on retrouve ce phénomène d'émission stimulée. Et en 1950, le français strasbourgeois Alfred Kastler travaille sur le pompage optique. Donc le pompage optique, je vous rappelle, c'est le fait de promouvoir vers des niveaux d'énergie plus élevés. C'est à partir de là qu'on va avoir un effet laser. Et donc, il travaille énormément sur ce pompage optique et il obtient le prix Nobel en 1966. 1966, et la théorie avait été faite en 1917, 1950, pardon, le prix Nobel en 1966. 1958, Zeiger et Townes, deux Américains, et Gordon, font ce qu'on appelle le maser. Alors le maser, le M vient pour microwave, tandis que le laser, c'est L pour light, pour la lumière. Et vous vous rappelez, dans le spectre électromagnétique, on a vu que la lumière était dans une petite partie du spectre électromagnétique. Eh bien, on peut aller voir dans les micro-ondes, dans les longueurs d'onde des micro-ondes, et dans ce cas-là, on peut montrer que la probabilité d'avoir des photons micro-ondes stimulés par rapport aux spontanés, eh bien, c'est beaucoup plus important que pour la lumière. Donc, autrement dit, c'est beaucoup plus facile, entre guillemets, quand on sait le faire une amplification de micro-ondes qu'une amplification de lumière. Et donc, en 1958, eh bien, ces trois jeunes chercheurs américains, costard-cravate dans les labos, ça a bien changé, ont inventé le MASER, Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation, avec un gaz à base d'ammoniac. Et en 1960, c'est là que le premier laser intervient, et c'est le travail de Theodor Meinmann, qui va utiliser un cristal de rubis. Rubis, pierre précieuse, semi-précieuse. C'est de l'alumine dans lequel on a des atomes qui sont dispersés et qui donnent cette couleur rougeâtre au rubis. Et donc, en éclairant ce rubis, ce cristal de rubis, avec une lampe flash qui va entourer le cristal de rubis, eh bien, on va faire le pompage de la lumière et on va obtenir un rayonnement du laser à rubis, un rayonnement rougeâtre. Là, on a une amplification de la lumière, on est en 1960. 1960, Ali Javan et William Bennett, dont je n'ai pas trouvé la photo, mettent au point le laser hélium-néon. Le laser hélium-néon, c'est le laser qu'on peut trouver dans les labos, le petit laser rouge, longueur d'onde 632,8 nanomètres, on est vraiment dans le rouge. Et vous avez ici le dépôt de brevet qui date de 1964 sur le laser hélium-néon. À mon avis, ce brevet a
a permis de générer pas mal de royalties et d'argent aux inventeurs, hein, ne fût-ce simplement que la multiplicité des lasers hélium-néon dans pratiquement tous les labos, même dans les labos d'enseignement secondaire. En 1964, eh bien, Tone, Bazov et Prokhorov obtiennent le prix Nobel de physique pour l'invention du maser et du laser. Hein. On a rassemblé maser et laser, et donc, vous voyez, 1917, Einstein fait la théorie. 40 ans après, on a les premiers balbutiements, 1950, 58, 60, 62. Et 4 ans après, bang, prix Nobel. Donc on attendait vraiment, un petit peu comme le boson de Higgs, on attendait vraiment la preuve expérimentale que le faisceau laser allait pouvoir un jour exister. Et donc quand on a eu la preuve expérimentale de l'amplification de lumière, le comité Nobel a octroyé le prix Nobel aux inventeurs. Et donc en résumé, 1917, Albert Einstein, Kastler, le pompage optique. Ensuite, on a le premier maser, le premier Prokhorov, Charlot et Townes, ben, ils vont faire les premiers lasers en fait, et Theodor Meinmann fait le premier laser à rubis. Ensuite, la même année, on a le laser à hélium-néon et puis le prix Nobel en 1964. Parlons maintenant un petit peu des différents types de lasers. On a jusqu'à présent parlé du matériau laser sans en donner la nature. Eh bien, on peut avoir des lasers où le matériau laser est un gaz, est un liquide ou est un solide. On a vu un exemple avec le cristal d'alumine, le cristal de rubis. L'hélium-néon est un gaz, eh bien, on peut avoir tous les états de la matière, en fait, peuvent être utilisés comme matériaux laser. Et donc, on a les lasers à gaz, les lasers solides, à excimère, semi-conducteurs, colorants et à électrons libres. Et donc, je vais passer quelques minutes à vous décrire, justement, ces différents types de lasers. Et le premier, c'est le laser hélium-néon, le premier qui a été inventé, où vous avez de l'hélium et du néon qui sont mélangés dans la cavité, donc dans le tube ici à décharge, avec 2 électrodes. Donc on a une anode et cathode, et donc on a une source de courant extérieur. On a un premier miroir ici, et un deuxième miroir qui laisse passer une partie de la lumière, hein, le semi-miroir qui est là. Et donc ce mélange hélium-néon, en fait, il se fait. Je vous ai parlé tout à l'heure du laser à 2 niveaux qui ne peut pas exister. À 3, ça marche, et le laser à 4 niveaux, ça marche bien aussi. Eh bien, il se fait que le laser, que les niveaux d'énergie de l'hélium ici et du néon soient plus ou moins les mêmes. Et donc, on a ce qu'on appelle un transfert résonant. Donc, on a toute l'énergie qui est donc quand un atome d'hélium va cogner un atome de néon, il va être transféré exactement toute son énergie. Un exemple que vous connaissez sans doute, vous jouez à la pétanque, vous faites un carreau, oui. La balle de pétanque prend la place de l'autre et la deuxième s'en va bien loin. Donc on a transféré intégralement l'énergie, la première boule de pétanque, la deuxième s'en va, et la première reste à la place. Et si vous êtes chanceux, vous allez faire le point à votre partie de pétanque. D'accord ? Donc on a exactement la même chose ici. On a un transfert intégral d'énergie. Et donc on a un niveau, 2 niveaux qui sont exactement les mêmes, qui sont dits résonants, et on a cette fameuse radiation rouge à 632,8 nanomètres. Laser à argon, c'est un laser qui est vert, bleu, dont les longueurs d'onde sont représentées ici. Les 2 plus intenses sont celles à 514,5 et 488 nanomètres. Vous voyez, le laser est un petit peu plus grand, typiquement à 1 mètre de longueur, et vous avez un système de refroidissement à eau pour justement éviter, dissiper toute l'énergie qui est nécessaire pour faire l'inversion de population. Un autre type de laser, le laser à CO2. Alors jusqu'à présent, je vous ai parlé de niveaux électroniques d'énergie. Et bien dans le laser à CO2, on va se servir des niveaux de vibration des molécules. Les molécules de CO2, comme son nom l'indique, il y a un atome de carbone et 2 atomes d'oxygène. Et lorsque vous avez cette molécule de CO2, eh bien, elle peut vibrer, les longueurs de liaison peuvent augmenter et diminuer de façon symétrique, hein, comme représenté par le petit
petite animation ici. Soit on a le carbone qui descend alors que les oxygènes montent, ou alors une variation des distances, des longueurs de liaison carbone-oxygène qui vibrent de façon asymétrique. Et donc on a chaque fois des niveaux d'énergie. Et dans le cas du laser à CO2, eh bien on a une radiation à 10,6 micromètres, donc là on est dans l'infrarouge, qui correspond à une transition entre un niveau nu3 et niveau nu1. Donc on va faire une inversion de population. Et donc dans les niveaux de rotation et de vibration, on va créer on a un phénomène laser qui est très intense à 10,6 micromètres. Un laser à eximère. Alors, vous imaginez le tableau périodique, le tableau de Mendeleïev, oui, vous voyez plus ou moins. Hein. Dernière colonne, qu'on appelle les gaz rares, les gaz nobles. Et on essaie de faire une réaction chimique avec ces gaz nobles. Alors, vous avez appris, ça ne marche pas vraiment, pour ceux qui font un peu de chimie. Quand on met du krypton, du fluor, on a rarement vu du fluorure de krypton, ou du fluorure d'argon, ou du bromure de xénon. Seulement pourquoi? Parce que lorsqu'on met en présence ces deux atomes-là, ils ne vont pas réagir. Par contre, si on leur donne de l'énergie, eh bien, dans leur état excité, ils peuvent réagir. Et donc, pour représenter ça, vous avez ici l'énergie, bon, c'est en anglais, mais vous avez la distance entre les atomes, et lorsque vous allez rapprocher les atomes, l'énergie va devenir très grande, et hop, vraiment comme les montagnes russes, l'énergie va diminuer et la distance va augmenter. Donc on ne sait pas approcher ces deux atomes l'un de l'autre. Par contre, si on a, et c'est cette courbe ici en haut, on a la description de l'énergie de l'état excité. Et vous voyez qu'il existe une petite zone ici, un petit puits, dans lequel, si on approche le krypton et le fluor de façon excitée, ils vont se retrouver dans cette zone-là, un peu plus stable, et à partir de là, hop, pouvoir faire une transition laser. Et donc, on a la possibilité d'avoir de la lumière avec ces lasers qui font intervenir des gaz rares, des gaz nobles, dans leur état excité. Et dans l'état excité, on a ces deux atomes, de krypton et de fluor, par exemple, qui forment ce qu'on appelle un dimère. Le fait d'avoir deux entités, dit deux mères, unité. Et donc, si on prend l'anglais dimère excité, excited dimer, on forme le mot excimère. D'accord? Donc, l'eximère, c'est un laser, une lumière importante, qui est formé par le fait qu'on donne de l'énergie, c'est un faisceau d'électrons qui donne de l'énergie à ces entités-là, ces gaz-là, qui vont être excités, et seulement le niveau excité va permettre d'émettre de la lumière. Et typiquement, on est dans des longueurs d'onde qui sont dans l'ultraviolet, 100 ou 200 nanomètres environ. Et donc vous avez ici ces lasers à excimère, où on a plein d'applications qui sont utilisées pour le laser à excimère. Un autre exemple, le laser à semi-conducteur, où là on va prendre des matériaux semi-conducteurs, ce sont des matériaux qui, dans certaines conditions, vont conduire l'électricité, d'autres ne vont pas conduire l'électricité, parce qu'on a un effet qu'on appelle le dopage. Et donc on va intentionnellement mettre des impuretés dans le matériau pour qu'il y ait une majorité de porteurs de charge, d'électrons, d'accord? Et le compagnon, enfin le système complémentaire, le porteur de charge est un trou, donc un défaut d'électrons. Et lorsqu'on met ces deux matériaux-là en présence, eh bien on peut créer dans l'espace une jonction, hein, c'est ce qui est représenté ici en rouge, et si on applique une différence de potentiel entre les deux matériaux, on va créer de la lumière. C'est exactement ce qui se passe dans mon pointeur laser. Chaque fois que j'appuie sur le bouton, eh bien, il y a une petite pile qui va injecter des charges dans le matériau, et donc au niveau de la jonction entre les deux matériaux, il y a la lumière qui va être émise et qui sort dans le monde extérieur. Donc laser à semi-conducteur, ce sont les petites diodes que l'on trouve par exemple dans les lecteurs de DVD, dans les lecteurs de CD, dans les fibres optiques par exemple, toutes ces petites diodes électroluminescentes qui sont faites à partir de la jonction de deux matériaux, deux cristaux de matériaux semi-conducteurs.
laser à colorant, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire dans ce cas-là? On va mettre un colorant dans un solvant et on va éclairer le colorant avec un autre laser. Et ça permet, en fait, je disais tout à l'heure que le laser était monochromatique. J'ai un petit peu menti, en ce sens qu'ici, en prenant un laser en colorant et en changeant, par exemple, les propriétés du solvant, on peut émettre sur une certaine gamme de longueur d'onde. Et ça, vous verrez que c'est important de pouvoir accorder la longueur d'onde, c'est-à-dire pouvoir changer légèrement la longueur d'onde d'émission d'un laser. Ça se fait déjà dans les lasers à semi-conducteurs, c'est ce qu'on utilise notamment en télécommunication pour, quand on parle au téléphone, eh bien, on puisse changer les fréquences pour pouvoir mettre plusieurs communications dans la même fibre optique. Le laser à électrons libres. Ça, c'est une aventure qui date des années 80. Rappelez-vous, Ronald Reagan, président des États-Unis. Quand c'est des plus jeunes, ils ne connaissent pas Ronald Reagan, mais bon, si j'imagine que vous savez plus ou moins Ronald Reagan, qui était une espèce de cow-boy va-t-en-guerre, et qui avait rêvé d'exploser les missiles intercontinentaux avec des satellites et de pouvoir exploser les missiles qui allaient attaquer l'Europe ou les États-Unis. Et donc on a besoin de lasers puissants. Et une façon de faire ces lasers puissants, eh bien, c'est de créer ce qu'on appelle des fermes à électrons libres. Donc ce sont des accélérateurs de particules comme le LHC, donc des accélérateurs de particules. Et lorsque vous accélérez des particules et que vous faites parcourir ce faisceau d'électrons qui va très très rapidement dans un système d'aimant de manière à les faire dévier, on va créer une oscillation d'un électron dans un champ électrique et dans un champ magnétique. Et je vous ai vu tout au début, quand on a un champ électrique, un champ magnétique qui est perpendiculaire, qu'est-ce qu'on crée? Une onde électromagnétique. Donc on va créer de la lumière grâce à l'accélération de ces électrons dans un accélérateur de particules, et on a de la lumière, ce qu'on appelle ici un onduleur ou un klystron optique, et donc on a un effet laser. Vous voyez ici, ça fait quelques dizaines de kilomètres de rayon. Bon, il n'y en a pas à tous les coins de rue, ce genre de choses, mais on récupère de l'énergie, ce qu'on appelle les lasers à électrons libres. Vous avez ici des tubes, vous avez ici une personne, vous avez les accélérateurs d'électrons pour créer ce faisceau laser. Et donc, quand j'ai écrit ce transparent, j'hésitais si les lasers envoient de toutes les couleurs, si je devais l'écrire en un mot ou en deux mots, envoie, mais c'est vraiment ça. Donc vous voyez ici, on a toute une panoplie de longueurs d'onde en fonction du type de matériau que l'on va utiliser et aussi de la puissance que l'on veut. Donc on va typiquement de l'ultraviolet, les lasers à Excimer. Désolé, vous ne savez sans doute pas lire, mais ce qui compte, c'est de voir qu'il y a plein de lasers, qu'il y a plein de lignes. Vous avez ici l'ultraviolet et là l'infrarouge, laser à CO2 et le spectre visible avec les lasers que l'on connaît et que j'ai décrits, hélium-néon et laser à argon. Très important maintenant, la sécurité laser. Et j'ai représenté ici sur ce graphique quelques intensités lumineuses de la vie courante, un écran de télévision, une bougie, une ampoule, un arc électrique pour ceux qui soudent, et le soleil. Alors depuis tout petit, on vous dit ne jamais regarder le soleil, c'est dangereux pour les yeux. Je suis sûr qu'il n'y en a pas un qui n'a jamais regardé. Tout le monde a déjà regardé le soleil, et notamment au moment des éclipses, et on voit que c'est un petit peu bablou. Donc, on peut se rendre compte de ce qu'est l'intensité lumineuse du soleil. D'accord? On va faire l'expérience aujourd'hui. Comment? Un laser de 1 milliwatt, un tout petit laser de rien du tout, eh bien, il est 10 fois plus puissant que le laser, que le rayon, le soleil, quand vous regardez le soleil. Un petit laser d'1 milliwatt. Et on va voir des lasers de watts, de kilowatts, de térawatts, donc vous n'imaginez même pas les dangers que ça peut procurer. Laser 1 milliwatt, c'est rien du tout. Et donc c'est déjà 1 ordre de grandeur, voire 2 ordres de grandeur plus intense que le rayon du soleil. Et donc si on regarde maintenant les effets de la lumière sur l'œil, je vous ai remis ici une coupe de l'œil, vous avez l'entrée, vous avez la pupille, vous avez le cristallin,
vous avez l'humeur aqueuse, l'humeur vitreuse. La lumière est focalisée par le cristallin sur la zone sensible ici à l'arrière, et l'information lumineuse, grâce au bâtonnet et au cône, va être transférée via le nerf optique vers le cerveau qui va décoder les couleurs, qui va décoder l'information visuelle que vous avez recueillie par vos yeux. Si vous prenez, par exemple, si vous placez à 5 mètres une ampoule, petite ampoule, de 100 watts. 100 watts, c'est déjà pas mal. Eh bien, si vous regardez cette ampoule à 5 mètres, vous allez créer, forcément une image inversée avec la lentille, c'est de l'optique géométrique, un spot qui fait à peu près 1/3 de millimètre sur le fond de votre œil. Et vous avez à peu près 150 watts par mètre carré de lumière. Donc c'est déjà intense, à 5 mètres de regarder une ampoule de 100 watts, c'est déjà intense. Eh bien, si vous prenez un laser de 1 milliwatt, notre petit gentil laser de 1 milliwatt, toujours à 5 mètres, eh bien le spot va faire 2 micromètres, donc 2 millièmes de millimètre, et 300 millions de watts par mètre carré. Autrement dit, ben là, vous allez abîmer de façon irréversible les cellules qui tapissent le fond de l'œil si vous regardez le faisceau laser d'1 milliwatt. D'accord? Donc très très dangereux. Encore plus dangereux et plus vicieux, et c'est là qu'il faut faire très attention. Si vous avez un flash, de la lumière intense, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir d'abord un réflexe pupillaire, la pupille va se fermer de manière à faire entrer le moins de lumière. Et puis vous allez fermer les yeux. Hein, si vous êtes aveuglé, vous fermez les yeux. Pas de souci. Donc on est dans cette région-là. On a ce qu'on appelle le réflexe pupillaire et on ferme les yeux. Mais, et c'est la plus dangereux, le proche infrarouge, vous ne le voyez pas. Peut-être que les chats le voient, mais vous ne le voyez pas. Ce proche infrarouge, il traverse le cristallin, il est focalisé au fond de votre œil, vous ne le voyez pas, vous ne fermez pas les yeux et vous vous détruisez les yeux. Ça fait peur, hein? Et ça, c'est très dangereux. Donc, c'est les lasers qui sont... C'est une lumière invisible, mais qui est quand même focalisée par le cristallin et qui va abîmer le fond de votre œil. Et donc, si on regarde le visible à infrarouge, ça traverse. Le rayonnement infrarouge, lointain et ultraviolet, il est simplement bloqué à l'entrée de l'œil. Il ne va pas faire de dégâts. Et si vous prenez le rayonnement proche infrarouge, pareil. Et si vous prenez les rayons X, par exemple, vous faiait des radios, ben, ça traverse votre œil, ça va vous abîmer. Donc, le plus vicelard, c'est vraiment le proche infrarouge. L'homme, enfin l'être humain, n'est pas équipé pour se protéger de ce proche infrarouge. Donc c'est très important. Et donc, on a repris ici, donc le proche infrarouge et l'infrarouge, donc on est typiquement entre 780 et 1400 nanomètres. Et donc on a dû, et c'est obligatoire, apposer des étiquettes sur les lasers, même sur ce petit laser-là, il faut apposer des étiquettes pour le danger qu'il faut, non seulement le danger thermique, mais le danger pour les yeux qui sont... Et donc on a défini des classes de laser, et vous voyez ici qu'à 0,39 microwatts, donc c'est rien du tout, on est déjà dans une classe qui est considérée comme dangereuse pour l'œil. Donc on a tous ces systèmes de signalisation qui sont obligatoires, et bien sûr, on se protège avec des lunettes qui vont bloquer cette lumière laser. Et donc quand on travaille avec des lasers, ben, il est important de toujours porter des lunettes de protection. Alors on ne choisit pas la couleur parce qu'on aime bien le rouge, on aime bien le bleu, on aime bien le vert. On n'a pas le choix de la couleur. La couleur correspond à la protection du laser sur lequel on veut, à longueur d'onde, on veut se protéger, quoi, hein. On n'a pas le choix. D'accord? Les applications. J'essaie de faire ça en une petite demi-heure, voir quelques applications sur les lasers. J'en ai listé quelques-unes ici. On va les voir, certaines un peu plus rapidement, d'autres un peu plus lentement, notamment l'holographie qui m'est chère. Et une première application, évidemment, c'est en télécommunication, je l'ai déjà évoqué. On prend un diode laser et on envoie la communication dans la fibre optique qui a l'avantage, vous savez que la lumière plus de la lumière peuvent éventuellement interférer, mais une fois qu'elles se sont croisées, qu'elles continuent chacun de leur côté, elles ne se souviennent pas qu'elles ont vu de la lumière avant, donc le message n'est pas perturbé. D'accord ? Rappelez-vous, lorsque vous téléphoniez,
pour un rendez-vous chez le coiffeur ou peu importe, vous entendiez la communication téléphonique de votre voisin ou de votre voisine. Ça vous est certainement arrivé à un moment donné. C'est des fils de cuivre. Et donc à ce moment-là, les électrons qui parcourent le fil de cuivre vont générer un champ magnétique qui va perturber le fil qui était à côté. Et donc on avait des communications qui passaient d'un fil à l'autre. Parfois c'est gênant, parfois c'est marrant pour espionner le voisin ou la voisine. Dans une fibre optique, ce n'est pas du tout le cas, parce que les photons, ils traversent, il n'y a pas d'interférence possible, et donc on peut mettre beaucoup plus d'informations dans les fibres optiques. C'est d'ailleurs pour ça maintenant, on remplace tous les fils électriques de cuivre par des fibres optiques, qui permettent d'avoir des débits plus importants, notamment si on veut surfer sur Internet. Le fil à plomb orientable, certains bricoleurs ont ça pour pouvoir placer un lambris, placer des objets dans une direction. Eh bien, on peut très bien, si je fais tourner, je le fais très mal, mais vous voyez ici, on peut très bien faire des lignes et vous pouvez placer, et ce fil à plomb est vraiment orientable. Vous pouvez mettre des lambris dans un escalier, par exemple, eh bien, vous aurez exactement ces choses-là. Donc on peut utiliser, ça ne coûte pas très cher et ça permet de faire des choses assez proprement. La télémétrie, vous avez certainement vu aussi, on peut par exemple mesurer les dimensions d'une pièce, on se met sur un mur, on appuie sur un bouton, la lumière part, revient. En fait, il y a une petite horloge qui va compter quand on envoie le pulse et quand il revient. On n'oublie pas de diviser par 2, parce qu'il y a l'aller et le retour. Et on a les dimensions. Donc on peut faire de la télémétrie. Le soldat peut essayer d'estimer où se trouve l'ennemi aussi par télémétrie. Par télémétrie laser, il y a un faisceau qui est envoyé et qui revient vers l'émetteur. On peut le faire même au niveau de la Lune, j'en parlais tout à l'heure. On envoie un faisceau laser. Vous avez une horloge ici. Donc le faisceau laser est envoyé à l'aller. Il déclenche l'horloge. Il passe dans un télescope. Il va sur la Lune ou sur un satellite. Très important pour les GPS de savoir positionner un satellite pour le GPS. Donc pareil pour la Lune. Et donc sur la Lune, on va voir le transparent suivant. Il y a des rétroréflecteurs. Donc la lumière revient dans le télescope. Et quand elle revient, elle est déviée. Et on calcule le temps que la lumière a mis pour aller jusqu'à la Lune et pour revenir. Et sur la Lune, en fait, on a placé, enfin, pas moi, les astronautes et les cosmonautes ont placé à plusieurs endroits des rétroréflecteurs catadioptriques. Catadioptriques, c'est comme les petits poteaux catadioptres ou sur les vélos. La propriété des catadioptres, c'est quand la lumière arrive, elle repart exactement dans la même direction, quel que soit l'angle d'incidence. Et donc, quand la lumière arrive, la lumière arrive au moins sur une des faces, sur un de ces miroirs, de ces structures catadioptriques, et la lumière repart vers le télescope. Et donc on peut ainsi mesurer la télémétrie. On peut aussi utiliser comme désignateur laser. On peut par exemple, dans ce qu'on appelait la guerre du Golfe et ces frappes chirurgicales, eh bien, on pouvait éclairer la cible avec un laser et la bombe regardait dans le paysage et cherchait une surface qui était éclairée par une longueur d'onde bien précise et allait, en principe, détruire la cible. Alors, si vous éclairez un char qui est chaud, qui vibre, avec une lumière infrarouge totalement indécelable, mais le missile, lui, voit cette lumière infrarouge qui est à quelques microns et pop, peut aller directement détruire l'ennemi. Vous avez le lidar, qui est l'équivalent du radar. Donc on va utiliser la lumière pour faire de la détection et déterminer des distances. Un lidar, c'est Light Detection and Ranging, donc regarder, déterminer des distances. Et donc on envoie un faisceau laser et on peut, à partir de la réponse qui revient de ce lidar, on peut faire de la géologie, on peut reconstituer par exemple des reliefs, on peut mettre un système de lidar ici dans la pièce qui va mesurer toutes les distances et reconstruire en 3 dimensions l'intérieur de la pièce. On peut par exemple ici, avec ce laser, regarder la composition en sodium dans l'atmosphère par exemple. On peut faire pas mal de choses. Encore un type de lidar qui va justement permettre de régler de pouvoir repérer des objets dans l'espace. Et un autre type de lidar qu'on aime moins pour le moment, c'est les speed guns de la gendarmerie, vous savez, pour repérer les excès de vitesse. Mais c'est aussi un lidar, il envoie de la lumière et puis il récupère et il voit à quelle vitesse vous vous déplacez. On peut aussi détecter des polluants. La lumière est émise par le laser, revient, et s'il y a un polluant qui est dans le trajet, eh bien certaines longueurs d'onde
vont être absorbés par la présence de polluants. Et donc, si la lumière ne revient pas à l'émetteur, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a absorbé ce polluant-là. Et en fonction, on envoie plusieurs longueurs d'onde, et en fonction de la distance et de la réponse spectrale, de quelle couleur revient, on peut dire qu'à autant de mètres, il y a un nuage de telle particule ou de tel agent nocif, quoi. Et donc, on a des petits robots qui peuvent aller détecter des matériaux dangereux et différentes choses de cette façon-là. Le stockage d'informations, le laser qui permet de lire l'information qui est stockée sur les DVD, sur les CD, sur les Blu-ray, simplement on va avoir sur ces CD des 1 et des 0, des bits d'information qui vont contenir cette information. Et selon que la lumière revient ou ne revient pas, on aura cette information qui a été binarisée et qui permet de faire un stockage de l'information. Le bistouri laser, on peut utiliser le laser pour des fins chirurgicales ou esthétiques. On peut retirer des tatouages, par exemple. Et donc, avec l'usage du laser, on peut l'utiliser comme un scalpel qui va permettre de couper les tissus, les dilacérer. Et donc, comme c'est un fin pinceau, on va directement cautériser les plaies quand on va découper, quoi. Donc, on peut utiliser ce laser, ce bistouri laser. On peut l'utiliser pour le traitement de l'œil, pour changer, par exemple, la courbure de l'œil. On peut remplacer le cristallin pour les personnes qui ont le cristallin qui s'opacifie. Et donc, on va pouvoir, à l'aide d'un faisceau laser, faire un petit peu, ça vous rappelez votre tendre jeunesse, faire du piquetage. Et donc, on va faire des petits trous. On va pouvoir retirer la partie supérieure de l'œil et pouvoir ainsi inclure un implant cristallin. Je vous ai dit tout à l'heure que le laser était dangereux pour l'œil, mais bon, ici, c'est des impulsions ultra brèves et c'est fait par des spécialistes. Donc, et c'est du rayonnement ultraviolet, donc on sait qu'il ne va pas traverser l'entièreté de l'œil, qui va être absorbé justement dans le cristal. Et donc, on va faire ce piquetage ici et on va pouvoir remplacer l'implant cristallin. On peut faire la découpe par laser, à nouveau. On prend un laser à CO2, par exemple, qui est un laser très très puissant, qui va faire des découpes bien nettes, sans bavure, qui peut couper, par exemple, des centaines de tissus, de pièces de tissu. Si on veut faire des modèles, par exemple, on ne va pas s'amuser à découper avec une paire de ciseaux, on va pouvoir découper de façon très précise avec un laser. On peut aussi faire de la soudure. Comme le faisceau laser est un faisceau très intense, on va pouvoir avoir de l'énergie, on pourra même souder des matériaux qui sont réputés insoudables. Simplement parce que l'énergie est tellement intense qu'on va fondre littéralement les deux métaux, et une fois que les métaux sont fondus en surfusion, ils vont pouvoir se coller, et donc on peut ainsi faire une soudure très franche avec des lasers, essentiellement des lasers à CO2. La stériographie laser, ça permet de faire des pièces. On entend parler maintenant des imprimantes 3D. Vous avez certainement entendu parler des imprimantes 3D. C'est un petit peu ici l'idée, sauf que c'est un peu plus malin, en ce sens que si on a, par exemple, un objet que l'on veut réaliser, on connaît toutes les cotes. Donc on a dans l'ordinateur, ce qu'on appelle la conception assistée par ordinateur, on a l'objet tridimensionnel, eh bien on va dans un bain qui contient des monomères, donc des substance liquide qui, sous l'effet de la lumière, va polymériser, donc va devenir une chaîne polymère, donc un plastique qui va être rigide et il va être solide. Eh bien, à chaque hauteur, chaque fois qu'on a une certaine hauteur, le faisceau laser va venir écrire le plan XY, donc la pièce. Si par exemple je dois faire une pièce ceci, qu'est-ce qui va se passer? Je vais mettre une certaine hauteur, le laser va faire un petit rond, il monte un petit peu, va faire un petit rond, 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 arriver ici, il va faire un rond un peu plus grand, et à la fin, je vais avoir ce micro qui sera fait en plastique. Donc on va découper, et à partir de là, on peut faire plein d'objets différents qui seraient impossibles de faire simplement par usinage. Parce qu'on a des engrenages, on peut faire des pièces comme ça. Je ne sais pas si quelqu'un est capable par gravure de faire ce genre de pièces. Bon, c'est de l'art ici, c'est des pièces qu'on peut faire de cette façon-là, mais on peut faire des choses assez intéressantes, notamment on peut reconstituer des villes, vu qu'on connaît toutes les coordonnées des différents bâtiments, on peut le faire, on peut s'amuser au niveau de la ville, on peut faire des décors de théâtre aussi,
de cette manière-là, il suffit, entre guillemets, d'avoir les informations X, Y et Z du matériau, on peut le réaliser. Ce qu'on peut faire aussi, si par exemple, une opération chirurgicale, vous avez un accident et on a dû trépaner, il y a un morceau du cerveau, de la boîte crânienne qui a disparu, qu'on a dû retirer. Généralement, ce qu'on faisait avant, on prenait un morceau de crâne et on essayait de mettre la pièce. Bon, c'était un petit peu trop grand, trop petit, on découpait, et donc c'était chaque fois une opération chirurgicale. Ici, ce qu'on fait, on va prendre le scanner du patient, donc on a l'information tridimensionnelle, on va calculer par ordinateur quelle est la pièce, entre guillemets, la pièce manquante, on va la réaliser, et lorsqu'on va l'incorporer, elle va être tip-top, et on a ainsi une chirurgie qui est réparatrice et qui est impeccable grâce à la stéréolithographie laser. On peut aussi détecter des ondes gravitationnelles. On va avoir un faisceau laser, je dis, c'est très très faiblement divergent. On a ici des lasers qui font sur 3-4 km et on peut détecter des ondes gravitationnelles. Mais quelque chose qui est plus intéressant et plus important, on retrouve Star Wars, Obi-Wan Kenobi, c'est l'holographie. L'holographie, c'est une technique qui permet d'enregistrer tridimensionnellement des informations, qui vient du grec holos et graphène, qui veut dire écrire en entier. C'est-à-dire que c'est une technique qui permet d'enregistrer, contrairement à la photographie, d'enregistrer l'information tridimensionnelle réelle. D'accord ? Et donc c'était mis au point par Denis Gabor dans les années 40. Le laser n'existait pas. Donc il a fallu attendre à nouveau que le laser existe pour qu'on puisse faire de l'holographie. Je vous expliquais en quoi ça consiste. Et Denis Gabor a eu le prix Nobel en 71, je pense. Donc, l'holographie, des hologrammes, donc l'idée, c'est de pouvoir enregistrer par un processus photographique une information. C'est-à-dire que si je parviens à enregistrer toute la lumière qui vient de vos yeux, des tables, des peintures, de l'extérieur, je l'enregistre dans un milieu, vous pouvez disparaître. Si j'ai cette information-là, j'aurai l'impression que vous êtes là. Donc l'impression lumineuse va impressionner mon œil, c'est ce qui compte. D'accord ? Alors, ce qu'on va faire, et par exemple, si vous faites une photo, vous avez un objet qui est devant un autre, si vous vous penchez, vous n'allez pas les voir derrière. Tandis que si vous avez un hologramme, eh bien, comme vous avez enregistré l'entièreté de l'information, vous pouvez vous pencher et aller voir derrière un objet. D'accord ? Et donc, pour ce faire, on a besoin d'un matériau pour enregistrer l'information, bien sûr. On va utiliser des matériaux comme des pellicules photographiques un petit peu particulières. Et on va utiliser un laser. Pourquoi un laser ? Parce qu'on va créer ce qu'on appelle des phénomènes d'interférence. Et donc, pour pouvoir enregistrer cette information, on va faire interférer, donc on va superposer, deux lumières. On a notre laser qui tombe sur un miroir, qui laisse passer une partie de la lumière et qui réfléchit une autre partie de la lumière. Et ici, on va mettre la pellicule photographique, donc le matériau qui va enregistrer l'information. Et l'information, quelle est-elle ? Eh bien, c'est la lumière qui est réfléchie par l'objet, en rouge, et la lumière qui va directement sur la photographie. Donc on enregistre l'interférence entre deux lumières, celle de l'objet et celle qui vient directement du laser. Et donc vous savez que les phénomènes d'interférence, quand vous avez envoyé un petit caillou dans une flaque d'eau, vous avez des ondes qui se propagent à la surface, et vous pouvez trouver des endroits, par exemple, si vous avez deux sources représentées par les deux petits points rouges, des endroits où on n'a pas de vibration ou des endroits où on a un maximum de vibration. On appelle les phénomènes d'interférence. Et pour pouvoir avoir une condition sine qua non pour avoir des phénomènes d'interférence, il faut nécessairement que la source de lumière soit cohérente. Et le laser est une source de lumière cohérente, comme on l'a vu tout à l'heure. Et donc, grâce à ça, on peut enregistrer des hologrammes. Alors, comment est-ce que ça se passe ? Eh bien, si vous avez un front d'onde ici qui arrive sur un petit point qui est là, un petit trou par exemple, eh bien, on a ce qu'on appelle le principe de Huygens, qui dit que chaque point qui est atteint par l'onde devient lui-même le centre de vibration. Et donc, le petit point qui est là va faire des ronds, comme des ronds dans l'eau, concentriques qui vont augmenter. Et donc, on peut ainsi avoir des phénomènes d'interférence. Et donc, dans un hologramme, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, je vous ai dit, on va enregistrer au niveau de la plaque photosensible la lumière qui vient
directement du laser, grâce à ce miroir-là, et la lumière qui vient de l'objet. Imaginez qu'on ait le petit objet ici qui est le point blanc. On a la lumière qui vient directement, et en noir ici, c'est notre hologramme. Donc on va enregistrer l'interférence entre la lumière qui vient directement, de bien loin, ce sont les lignes là, les lignes rouges, et le front d'onde qui vient du point. Et vous voyez que de l'autre côté, on a quelque chose qui est assez complexe, qui résulte justement de l'interférence entre ces fronts d'onde circulaires et le front d'onde plan, qui vient du laser. Si maintenant je n'éclaire qu'avec le laser et que je regarde la figure d'interférence qu'on appelle hologramme, et si je regarde là-bas, j'aurai l'impression que la lumière, qu'il y a la lumière qui vient d'un point là qui n'existe plus, qui était l'objet précédent. Autrement dit, grâce à un hologramme, on a enregistré l'information qui vient d'un point, et le point n'est plus là. Donc on le fait pour tous les points de l'espace, et donc on enregistre cette information. Alors, figure d'interférence, elle est extrêmement complexe, vous pouvez imaginer, mais grâce à ça, on a enregistré l'entièreté de l'information. Et donc, on a le laser, on a la plaque holographique, on va éclairer l'objet, on va éclairer la plaque, et dans ce cas-ci, on dit qu'on a un hologramme en transmission parce qu'on a la lumière qui arrive des deux côtés de la plaque holographique, et si on met l'objet et la plaque du même côté, on a ce qu'on appelle un hologramme en réflexion. Vous avez certainement tous déjà vu des hologrammes, j'en ai quelques-uns. Après les questions, on pourra regarder quelques hologrammes que j'ai faits il y a 25 ou 30 ans, mais bon, ils sont toujours là. Et donc, on a ces hologrammes tridimensionnels, on a même, vous vous rappelez, sur les cartes de crédit pour pouvoir protéger, même sur certains billets de banque, pour pouvoir protéger de la contrefaçon. Et donc, on a ici plusieurs hologrammes possibles. On peut utiliser des éléments optiques holographiques, du fait qu'on peut vraiment tout faire. On peut créer des lentilles, on peut créer des miroirs. Vous avez ici un des fleurons de l'industrie flamande à Audenarde, à OIP, qui a mis au point justement ces lunettes holographiques qu'on a vues justement dans la guerre du Golfe, ou les intensificateurs de lumière, oui, les trucs en verre, là, eh bien, c'était des choses qui ont été inventées, mises au point à Audenarde. Vous avez un hologramme qui est intégré dans le pare-brise de la voiture et qui envoie toute la symbologie directement dans le pare-brise. Il y a certaines voitures qui ont ça. Et donc, on a pas mal de choses. Et au niveau des applications, eh bien, tout ce qui est hologramme que l'on voit, ça représente environ 10%. Mais 90% des applications de l'holographie, c'est plutôt en industrie, et en particulier tout ce qui est interférométrie. Et donc, ce qu'on va faire, comme on a un phénomène d'interférence, on a une source de lumière qui est cohérente, qu'on va diviser en deux et qu'on va recombiner. Si jamais, pendant l'enregistrement de l'hologramme, l'objet bouge de la demi-longueur d'onde, la longueur d'onde, c'est typiquement 500, 600, 700 nanomètres. Si l'objet bouge de plus de la demi-longueur d'onde, donc quand on enregistre un hologramme, il ne faut pas que ça bouge de plus de quelques centaines de nanomètres, eh bien la condition d'interférence n'est plus rencontrée, et on ne voit rien, on ne sait pas enregistrer l'information. Donc ce qu'on va faire ici, on va enregistrer un hologramme d'un objet, puis on va le superposer avec une perturbation. Par exemple, ici, on a un hologramme d'une ampoule, et on va simplement allumer l'ampoule. On va créer une différence de température, là où le filament va s'allumer, et on va voir apparaître des zones noires qui correspondent à la perturbation. Et plus les franges noires sont resserrées, plus la perturbation a été importante. D'accord ? Donc on a ici, par exemple, un défaut dans une pièce métallique. On peut, par exemple, un exemple qui est souvent utilisé, c'est quand on a les pneus réchappés. Vous savez, les morceaux de pneus qu'on voit le long des autoroutes, là, hein, on remet des bandes sur les camions. Eh bien, pour s'assurer que la bande adhère bien, eh bien, on fait un hologramme du pneu, on dégonfle ou on surgonfle un peu le pneu, et on voit s'il y a des franges d'interférence qui vont apparaître là où il y a un défaut. On ne fait malheureusement pas sur tous les pneus, mais en qualité, on fait un pneu sur 10 000 et on voit si le procédé est correct. Donc on peut faire ainsi des doubles expositions d'un hologramme, on peut ainsi avoir des informations tridimensionnelles ici sur une statue. Mais un truc qui est assez sympa, c'est l'interférométrie en temps réel. Donc on va faire un hologramme d'une guitare, par exemple, et on va faire vibrer les cordes de la guitare, et on va voir que, en fonction
de la fréquence, eh bien, on va créer ce qu'on appelle des nœuds et des ventres de vibration dans la guitare en fonction de la fréquence. Et donc, on a l'hologramme de cette guitare et on va éclairer la guitare qui vibre. Alors, c'est sympa pour une guitare, mais c'est aussi sympa pour des pièces mécaniques dans un moteur, par exemple. On peut tester la résistance mécanique d'une pièce en la sollicitant à une fréquence. Si par exemple dans votre moteur il y a une fréquence, je ne sais pas, la pièce va se mettre en vibration et peut casser. Donc on va faire la pièce, on va solliciter à toutes les fréquences et on va s'arranger pour changer un petit peu soit le matériau, soit la dimension pour ne plus qu'elle entre en résonance avec la fréquence qui est créée par le moteur, par exemple. Et donc on peut utiliser le laser aussi pour la restauration d'œuvres d'art. Hein. On peut retirer des peintures, des oxydes qui seraient intervenus ou qui auraient, par exemple, ici c'est une peinture qui avait brûlé, on a pu retirer la croûte qui avait brûlé et récupérer la peinture simplement en utilisant le bon laser adéquat. On peut ainsi aussi restaurer des parchemins grâce à ces lasers. Donc restauration d'œuvres d'art. Dernier exemple. Vous savez, le problème énergétique, on essaie de produire de l'énergie à un moindre coût. Et un espoir important, c'est ce qu'on appelle la fusion nucléaire, à ne pas confondre avec la fission nucléaire. Donc ici, ce qu'on veut faire, c'est faire des mini-soleils, en fait. C'est de pouvoir générer de l'énergie en réalisant des réactions qui se passent dans le Soleil, notamment en faisant intervenir du deutérium et du tritium pour produire de l'hélium, qui n'est pas dangereux, neutrons, ce n'est pas trop dangereux, et surtout énormément d'énergie. Donc l'idée, c'est de pouvoir réaliser cette fusion nucléaire, qui est un rêve qu'on aimerait bien atteindre. Et donc, pour ce faire, il faut trouver des isotopes de l'hydrogène, le deutérium et le tritium. Alors, où trouver ça? Eh bien, pas loin, en fait. Si on considère 1 km3 d'eau, ça c'est encore facile à trouver dans les océans ou dans les mers, eh bien, on a autant d'énergie que la réserve totale de pétrole. Autrement dit, si on parvient à faire cette fusion nucléaire, eh bien la source énergétique, c'est comme le Soleil, elle peut être considérée comme infinie. Le Soleil qui nous envoie ses rayons, on sera mort avant que le Soleil ne meure. Le Soleil va grandir dans son expansion et donc on va tous brûler avant que le Soleil ne... Oui. Le projet ITER, c'est ça? Exactement, je vais en parler. Tout à fait. Et donc ce projet, comme monsieur vient de le dire, c'est de réaliser des fusions nucléaires, de créer d'énergie. Et pour ce faire, je ne vais pas parler d'ITER, je vais parler de son équivalent anglais qui est Hyper, mais c'est exactement le même principe. L'idée, c'est d'utiliser des lasers. Alors vous avez ici la taille d'un homme, hein. Vous avez des lasers, et tous les faisceaux laser, toutes les lignes rouges qui sont là, ce sont tous des faisceaux laser avec un jeu de miroir, et on va éclairer une sphère. Et donc c'est le projet Hyper, qui se passe en Angleterre. Vous avez ici les lasers, toute l'alimentation en laser. Les faisceaux laser vont entrer dans cette sphère par différents trous qui ont été calculés pour avoir... C'est la même installation qu'à Caradage? Oui, c'est la concurrence. Oui. Les Anglais et les Français, ça fait des siècles qu'il y a. Bon, on va refaire l'histoire. Et donc, on va mettre au centre, ici, des petites capsules d'or qui contiennent deutérium et tritium. Et le fait de les éclairer simultanément avec, dans ce cas-ci, 190 lasers, à Caradage, c'est 40 lasers, on va créer une mini-réaction, ce qu'on appelle un effondrement gravifique. Ça veut dire que, comme quand une étoile va exploser, elle va s'effondrer sur elle-même, libérant une énorme énergie, des millions, des milliards de watts d'énergie, de joules, pardon, et ça en quelques microsecondes. Évidemment, je ne vous dis pas toute l'énergie qu'on a dû mettre pour créer tout ça, pour construire tout ça, et pour à un moment donné, c'est de voir le phénomène. Hein. Mais le jour où on aura la maîtrise de cette technologie-là, on pourra produire de l'énergie et la stocker. Donc voilà, on peut, à partir d'un demi-gramme d'hydrogène, faire 500 mégawatts. Le rêve est là, à nouveau. Est-ce que ça vaut la peine d'aller sur la Lune? Est-ce que ça vaut la peine de faire ci, de faire là, de vouloir observer le boson de Higgs? Ça, c'est un débat dans lequel je ne veux pas entrer, mais ici, on a des chercheurs qui utilisent justement la puissance des rayonnements laser pour créer de l'énergie qui n'est pas dangereuse, qui n'a pas de produits qui sont dangereux. Alors,
autre exemple qui est lié justement au fait que le laser est monochromatique, on va essayer de séparer de l'uranium, les isotopes d'uranium. Donc l'uranium 235 et 238. Et vous voyez que l'absorption, le spectre d'absorption entre U235 et 238, c'est un centième de nanomètre. Autrement dit, c'est vraiment très très peu. Eh bien, si on a un laser qui va exciter le 235 et pas le 238, on va pouvoir les séparer. C'est l'enrichissement pour faire justement, mais là c'est moins gai, c'est pour faire la fission nucléaire, c'est pouvoir enrichir le matériau, le combustible fissible. Création artistique, ça vous savez, hein, dans les dancing, tout ce qu'on peut faire avec les lasers, on peut faire de l'affichage, on peut faire des concerts, on peut faire des tas de trucs. On peut faire des centrales solaires orbitales et on essaie de récupérer de l'énergie et de renvoyer cette énergie sans transfert de matière, vu que c'est de la lumière, on va collecter l'énergie et envoyer la lumière. Et on peut, rappelez-vous ce que je vous disais tout à l'heure, avec Ronald Reagan, le projet qui s'appelait Guerre des étoiles, qui consistait à créer des fermes laser et d'envoyer sur des satellites qui contiennent des miroirs pour faire exploser d'autres satellites ou d'autres missiles intercontinentaux. C'est un projet qui a rapporté énormément d'argent aux laboratoires américains qui développaient les lasers, qu'ils ont utilisés évidemment pour d'autres fins que de vouloir utiliser le projet Guerre des étoiles. Et donc, je vais en terminer ici. Je vous ai raconté 55 ans d'aventure, mais c'est aussi 1960, Main Man, 2015, tout ce qu'on peut faire avec la fission nucléaire. Et sur ce, je vous remercie pour votre attention.